Correction de l'activité sur les effets de force sur le vecteur vitesse. Ou plus précisément, quel lien existe-t-il entre la somme des forces exercées sur la patineuse et son vecteur variation de vitesse? Alors pour simuler le mouvement de la patineuse, on se base sur un mobile autoporteur qui est fixé à un fil par l'intermédiaire d'un support. Donc on a l'enregistrement et il faut indiquer les différentes positions. Donc, la durée qui s'écoule entre deux points est tau, qui correspond ici à 60 millisecondes. À partir de cette indexation, eh bien, on va pouvoir calculer puis représenter les vecteurs vitesse à différentes dates. Alors, on s'intéresse déjà à la représentation du vecteur vitesse V1. Donc, il faut forcément calculer la valeur de la vitesse instantanée. Donc, on va utiliser la méthode dite centrée parce que cette méthode, comme on l'a vu dans l'activité précédente, est plus précise. On prend donc les deux points qui encadrent le point A1, soit A0, A2. Donc, par définition, la valeur de la vitesse instantanée, c'est le rapport de la distance A0, A2 sur la durée qui s'écoule entre le point 0 et le point 2. Comme on nous donne la durée qui s'écoule entre deux points consécutifs, taux, la durée entre A0 et A2 correspondra à 2 taux. On mesure la distance A0, A2. On trouve sur l'enregistrement 3,1 cm. Attention, il faut bien utiliser l'échelle. D'après l'échelle donnée, 1 cm sur l'enregistrement correspond à 0,1 m réel. Donc la vraie distance correspondra à 0,31 m. On connaît la durée taux, qui est de 60 millisecondes. Ne pas oublier de convertir les millisecondes en secondes. Et on aura à ce moment-là une valeur de vitesse instantanée V1 de 2,6 mètres par seconde. Pour les autres valeurs de vitesse instantanée, eh bien, pas besoin de faire les calculs, on voit que les points sont équidistants. Le mouvement, en tout cas jusqu'au moment où on coupe le fil, peut donc être considéré comme circulaire uniforme. Les valeurs des vitesses instantanées seront les mêmes. Voilà. Donc on avait calculé la valeur de la vitesse instantanée pour V1, ça sera la même pour les autres points. Avec l'échelle 1 cm pour 2 mètres par seconde, eh bien, on aura à ce moment-là une longueur de vecteur vitesse de 1,3 cm. On peut donc maintenant représenter les vecteurs vitesse correspondants. Donc tous les vecteurs vitesse auront la même longueur de 1,3 cm avec l'échelle qu'on a définie précédemment. La direction du vecteur vitesse change au cours du temps. Parce que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Donc, quand on se base sur l'arc de cercle, on va en fait travailler par rapport au rayon du cercle, et pour que le vecteur vitesse soit tangent à la trajectoire, il doit être perpendiculaire au rayon. Donc, on trace le rayon du cercle, la perpendiculaire, et on sait que la longueur du vecteur vitesse est de 1,3 cm. On peut donc tracer de cette manière-là tous les vecteurs vitesse qui sont demandés. Donc, bien prendre en compte la perpendiculaire au rayon. Donc, avec l'enregistrement, voilà ce qu'on va obtenir pour les différents vecteurs vitesse qui sont demandés. Voilà. Donc maintenant, calcul ou représentation plutôt du vecteur variation de vitesse. Plus précisément ici, vecteur variation de vitesse au point 2. Alors, on a représenté les vecteurs vitesse V1 et V3. Ça va nous permettre de calculer la variation du vecteur vitesse delta V2 qui correspond à V3 moins V1. Voilà. Donc en fait, on fait une addition vectorielle. Attention d'ajouter à V3 le vecteur moins V1. Donc il est bien de sens opposé à V1. Le vecteur variation de vitesse, eh bien, il s'applique au point 2. Donc on prend le point origine et la fin de la construction, l'addition vectorielle donnera le point final du vecteur delta V2. Par construction, si elle est correcte, on se rend compte que la direction de delta V2 est confondue avec le rayon du cercle.
Voilà. Donc, pour les constructions de delta V5, à partir de V6 et V4, ça correspondra à V6 moins V4. Et pour delta V8, la construction, ça sera V9 moins V7. Dans tous les cas, si la construction est juste, les vecteurs variation de vitesse sont, au niveau de la direction, confondus avec le rayon du cercle. Donc, les longueurs, eh bien, si on le mesure sur l'enregistrement, on se rend compte aussi qu'elles sont très proches les unes des autres. On peut donc considérer qu'elles sont identiques. Donc, si on récapitule, les vecteurs variation de vitesse ont pour direction le rayon du cercle. Alors maintenant, on s'intéresse au bilan des forces extérieures. Alors notre système mobile autoporteur, donc forcément il est soumis à l'interaction gravitationnelle, donc à son poids. Ce mobile ne s'enfonce pas jusqu'au centre de la Terre parce qu'il y a un support, donc c'est la réaction du support qui intervient. Comme on considère qu'il n'y a pas de frottement, la réaction du support est perpendiculaire au support. Et il y a également la tension du fil qui est une action de contact et le point d'application de cette force, c'est le point d'intersection entre le mobile et le fil. Voilà. Alors, si on veut être un peu plus précis, le système ne décolle pas. Donc, ça veut dire en fait que les deux forces verticales, P et R, vont se compenser. D'un point de vue vectoriel, on peut écrire que P plus R est égal au vecteur nul. Donc, si on fait la somme des forces extérieures, qu'on peut noter somme de F ou somme de F extérieure, on ajoute les trois forces. Comme P et R se compensent, il ne reste que la tension T. Attention, c'est bien une écriture vectorielle. Vecteur à gauche, vecteur à droite. Voilà, donc en ce qui concerne la tension du fil, si on représente la photo du mobile autoporteur avec son support, forcément la tension est toujours dans la direction du fil, et donc elle est toujours dans la direction du rayon de la trajectoire, parce que le mobile tourne autour du support. Donc par rapport au sens de T, c'est également toujours orienté vers le centre du cercle. Donc si on représente T sur l'enregistrement précédent, eh bien, on peut considérer que T peut être représenté de cette manière-là. Donc, la direction et le sens de la somme des forces extérieures qui se résume à la tension T, en fait, est la même que les vecteurs variation de vitesse qu'on a tracés précédemment. Voilà, donc maintenant, on va s'intéresser au moment où on coupe le fil. Donc, c'est au-delà du point 9. On représente donc les points correspondants et ensuite les vecteurs vitesse. Donc les points sont toujours équidistants, les valeurs sont toujours égales aux valeurs précédentes et égales à 2,6 mètres par seconde. La trajectoire est rectiligne, donc les vecteurs vitesse tangents à la trajectoire sont confondus avec la trajectoire. Ici, ils sont horizontaux. Donc pour représenter les vecteurs V10, V12, V13 et V15, il suffit de tracer une droite horizontale avec une longueur de 1,3 cm comme précédemment. Donc maintenant, si on veut représenter les vecteurs delta V, là c'est plus simple, il n'y a même pas besoin de faire de construction. On voit que le vecteur V12 et le vecteur V10, en fait, ont exactement les mêmes caractéristiques. Donc si on représente le vecteur delta V11, on fera V12 moins V10. On va partir d'un point au point 11, on va tracer le vecteur V12 et le vecteur moins V10 aura exactement la même direction, la même valeur, le sens sera opposé. Donc on va rester en fait au point de départ. Si bien que delta V, dans tous les cas, est égal au vecteur nul. Voilà. Si on fait le bilan des forces extérieures, ici il n'y a plus de fil, on est toujours dans le cas où les frottements sont négligeables, et donc il nous reste les deux forces, P et R, et comme le système ne décolle toujours pas, ces deux forces se compensent. Donc dans ce cas-là, eh bien la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. On dit encore que le système est pseudo-isolé. Voilà. Maintenant, ce qui concerne la trajectoire, les points sont équidistants, donc forcément, le mouvement est rectiligne uniforme. D'après le principe de l'inertie, qu'on a vu en seconde, les forces qui s'exercent sur le mobile se compensent lorsque le mouvement est rectiligne uniforme.
et donc somme des forces extérieures est égale à vecteur nul. C'est bien ce qu'on a trouvé précédemment, et c'est bien ce qu'on a trouvé notamment avec la variation du vecteur vitesse qui était nulle. Le mouvement était donc forcément rectiligne uniforme. Donc, conclusion par rapport à la première partie du mouvement. Eh bien, les vecteurs T, ou plus précisément même somme des forces extérieures et delta V, ont même direction et même sens. Après, la durée delta T et la masse M sont des valeurs positives. Donc, on peut dire que la relation somme des forces qui est égale à M fois delta V sur delta T est cohérente avec ce qui a été établi pour la direction et le sens. Somme des forces extérieures et delta V sont bien de même sens et de même direction. Pour la deuxième partie du mouvement, eh bien, on a vu que le mouvement était rectiligne uniforme. On a montré aussi à partir des enregistrements et des représentations des vecteurs vitesse que delta V était égal au vecteur nul. En faisant le bilan des forces extérieures, on a bien vu que la somme des forces extérieures eh bien, est égale à vecteur nul. Il n'y a plus de tension T parce qu'il n'y a plus de fil. Et donc, c'est tout à fait cohérent avec un système pseudo-isolé et c'est tout à fait cohérent avec le fait que le mouvement soit rectiligne uniforme. On retrouve bien le principe d'inertie qu'on avait établi en classe de seconde.